Bonjour, ça vous dirait de pousser les portes d'une abbaye? C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Nous sommes à Fontevraud, entre Chinon et Saumur, pour découvrir cette ancienne cité monastique fondée au tout début du XIIe siècle par Robert d'Arbrissel. 4 guides vont m'accompagner. David Martin, l'actuel directeur, Lydia Labalette, experte en nouvelles technologies, Zoé Wozniak, qui connaît l'abbaye comme sa poche, et Thibaut Ruggieri, le nouveau chef qui régale tout le monde, moi y compris. Si Fontevraud attire autant de visiteurs, c'est sûrement parce que c'est un site remarquable de 13 hectares. C'est aussi parce qu'une fois la grille poussée, on découvre un haut lieu de l'histoire de France et d'Angleterre. C'est dans l'abbatiale que se trouvent les gisants d'Henri de Plantagenet, d'Aliénor d'Aquitaine et de Richard Cœur de Lion. Et depuis 2007, c'est ici que David Martin s'est posé. Bonjour, vous allez bien? Oui, très bien. C'est un lieu qui a une histoire exceptionnelle, fabuleuse, étonnante. Un lieu qui a innové, qui a rompu avec beaucoup de codes de son époque, notamment au moment de sa fondation, puisqu'on a regroupé des hommes et des femmes dans un même lieu. On a donc assuré une forme de mixité, ce qui n'avait jamais eu lieu et n'aura plus jamais lieu nulle part ailleurs. Et puis on a regroupé aussi des catégories sociales différentes, c'est-à-dire il y avait à la fois des prostituées à Fontevraud et des aristocrates. Donc on va mélanger, on va créer une sorte de société, de mini-société, un laboratoire du vivre ensemble. C'était l'idée du fondateur, d'inventer et d'essayer de travailler à une nouvelle forme de vivre ensemble. Revenons sur la vocation de Robert d'Arbrissel, justement, oui. Quand Fontevraud a été créé en 1101. Oui, 1101. Quelle était sa destination? En fait, Robert, au départ, c'est un prédicateur itinérant. Donc, il se balade avec sa communauté, il va de village en village, et dans le Grand Ouest, on va dire, de la France. Et il dérange l'ordre établi parce qu'il a une pratique à la fois de sa religion, du catholicisme à l'époque, mais aussi des codes sociaux qui dérangent énormément. Et donc, on va lui demander de se fixer. Et il va choisir Fontevraud. Fontevraud est au bord de la Loire, qui est la principale artère de communication, c'est l'autoroute de l'époque. Donc il fait le choix de l'installer au bord de la Loire, là où la plupart des monastères sont retirés du monde, sont à l'abri du monde. Vous êtes joueur un peu? Oui, voilà. Essayer de jouer avec le regard et les évidences. L'idée est en fait assez modeste, je pense, et assez simple, c'est d'en faire un lieu de vie et un lieu d'histoire. Je pense qu'il y a une différence fondamentale entre le patrimoine et l'histoire. Le patrimoine, c'est notre regard au présent du passé, comme si d'ailleurs il avait été figé. 9 siècles d'histoire derrière nous, c'est des transformations, des modifications, c'est profonde du lieu, mais aussi des modes de vie dans ce lieu. Et notre projet, il est en fait assez simple, c'est que ces bâtiments, ils ont été construits, imaginés par les gens pour qu'ils les utilisent, pour y vivre dedans, pour partager des moments. Et notre idée, elle est aussi simple que ça, c'est que l'histoire continue à s'écrire. Et donc, pour qu'elle continue à s'écrire, il faut lui remettre de la vie, de l'activité, et que les gens puissent passer, même s'ils n'y vivent pas en permanence, des bons moments, des moments exceptionnels, des moments inspirants, et que ça les marque. Entre concerts et fêtes diverses qu'accueille désormais l'abbaye, Fontevraud est donc plus que jamais vivante et accueillante. Elle n'est pas la seule. D'autres lieux de culte, autrefois austères, se voient aujourd'hui réhabilités en lieux de bien-être, parfois même luxueux. C'est le cas de l'hôtel Sozo de Nantes, ancienne chapelle réhabilitée en hôtel branché, ou dans un autre style, de la magnifique abbaye de Beaugency. Au XIIe siècle, les chanoines de Beaugency décident de vivre en communauté sous la règle de saint Augustin. Ils font entreprendre de grands travaux qui donnent naissance à l'un des plus beaux édifices romans de la région, l'abbaye Notre-Dame. En 1930, les cellules monacales sont aménagées en chambres d'hôtel et ces lieux d'austérité et de recueillement pendant plus de 700 ans se transforment en espaces de bien-être et de confort. Une métamorphose qui n'aura pas laissé Didier Martin indifférent. Alors je suis venu un soir dormir par hasard avec ma femme dans ce lieu
Et c'est un vieux monsieur qui nous a reçus, d'ailleurs il nous a reçus là. Il nous a regardés et puis il a dit oui, j'ai une chambre pour vous. Et donc je suis rentré dans le lieu et j'ai trouvé ce lieu magique. Il était très très mal tenu. Le monsieur nous a reçus avec des chaussons. Je trouvais ça aberrant, moi qui suis hôtelier alsacien très strict. Et j'ai pensé lui demander s'il souhaitait vendre cet hôtel, mais je n'ai pas osé. Merci. Et je suis reparti et 4-5 ans après, j'ai vu dans un journal, dans un magazine hôtelier, une petite photo de l'abbaye, mais alors juste un coin de fenêtre. Je l'ai vu et j'ai dit à ma femme, ça c'est l'abbaye de Beaugency, il faut qu'on y aille. On a pris la voiture, on a été l'acheter. C'est un endroit où rien n'est droit, rien n'est parfait. C'est un endroit qui est tout le contraire de ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est-à-dire la perfection. À 300 km à vol d'oiseau du pont de Beaugency, en remontant le courant, Notre-Dame-des-Anges a vu elle aussi ses visiteurs changer du tout au tout. Désacralisée en 2005, cette petite chapelle nantaise du 19e n'accueille plus la congrégation des filles de la sagesse, mais des touristes d'ici et d'ailleurs, séduits par le design acidulé et l'ambiance très marquis de Sade de l'hôtel Sozo. Sozo, c'est du japonais, puisqu'on a mis une connotation très design et un peu japonisante dans l'hôtel, le côté zen entre guillemets. Et Sozo, ça veut dire création-imagination en japonais. On s'est rendu compte après, mais on n'a pas choisi le nom pour ça, que Sozo, quand on enlève les petites barres sur le haut japonais, ça veut dire réhabilitation en grec, ce qui collait tout à fait au projet également. Mais ça, c'est le hasard. Sur la construction de l'hôtel, on a fait une sorte de boîte dans la boîte. Donc on n'a pas touché au bâtiment originel. La construction a été assez compliquée puisque comme le bâtiment est classé, on n'a pas eu le droit de créer d'ouverture. Donc tous les matériaux, tout ce qui est rentré, le placo, le béton, etc., tout est passé par la porte d'entrée qui faisait un petit peu plus d'1 mètre de large. Je vous accompagne à la gare ? Bon, je ne vais pas vous demander ça, vous me dites où c'est. Si, c'est à côté, allez, on y va. C'est vrai ? Ah, vous êtes adorable. Au revoir, mademoiselle. Au revoir. Merci. Bon retour. Merci, au revoir. Patrimoine revisité, réinventé, magnifié, tout semble possible. Certains y verront une façon originale de découvrir l'histoire d'un site. D'autres polémiqueront sur le côté sacrilège de ces business. Alors faisons un vœu, que ni les affres du temps, ni le goût des hommes ne puissent altérer ce qui fait l'âme d'un lieu. Combien y a-t-il d'étages ? 4. Ah oui! Depuis quelques mois, l'abbaye, elle aussi, est promesse de beaux rêves. 5 ans d'études ont été nécessaires pour que naisse cet hôtel 4 étoiles où l'histoire flirte avec le design confortable. C'est sobre et chic, hein? Fidèle aux règles de Saint-Benoît qui dit « Ici l'hôte est reçu avec le respect dû à chacun » et c'est plutôt réussi. Le fait de se coucher le soir, avant d'aller se coucher, d'aller se balader tout seul dans l'abbaye, ou le matin au lever avant les visiteurs, enfin, ce lieu, voilà, il y a un rapport d'intimité et ça marche. Enfin, on voit bien les premiers clients, il y a quelque chose qui se passe qui est de l'ordre de quasiment de la rencontre entre un lieu, son histoire et des personnes, quoi. Chacun de nos hôtes, au moment où ils prennent possession de leur chambre, on leur remet un iPad, qui est une sorte de compagnon de séjour. Un guide ultra moderne qui fait room service annuaire, livre d'histoire et même compagnon de jeu. En septembre 2012, on a mis en place un jeu de piste sur iPad pour les enfants. Donc là, c'est vraiment une offre complètement nouvelle. On est sur un parcours ludique, les enfants jouent. Et donc, on est sur une potentialité qu'offre cet outil. Le numérique apporte beaucoup au patrimoine. Il suffit de savoir s'en servir et de penser au contenu aussi. Ça, c'est du chêne. Chêne, tout Ouais, est en chêne. tout est en chêne. Pas geek, mais pleine d'idées quand même, Lydia.
Et si l'abbaye n'a pas l'ambition de devenir un pôle high-tech, la chapelle Saint-Lazare est pourtant le premier monument de ce type transformé en ibar. Les tablettes XXL sont là pour mêler détente et culture et accéder au savoir sans en avoir l'air. Dans ces tables multitouch, il y a différentes applications qui permettent de s'adapter aux visiteurs et au moment de la journée, avec des quiz si on est à plusieurs et qu'on a envie d'apprendre sur Fontevraud, mais tout en s'amusant, parce qu'évidemment, c'est bien l'idée, ou du contenu avec des images d'archives et des informations sur soit l'histoire de Fontevraud, soit les personnages qui ont marqué son histoire. Ça peut être aussi des petits moments où on va faire des puzzles, tout simplement. On peut envoyer ensuite l'image qu'on a réalisée en puzzle à ses amis par Internet. On est trop forte. C'est pas fini en fait. Pour nous, c'est vraiment qu'une étape. On va continuer à rajouter du contenu. C'est aussi l'avantage du numérique, c'est que c'est évolutif en permanence et ça, c'est vraiment très pratique. Toujours à l'affût de la performance, au printemps 2013 est sorti de terre le pôle énergétique de l'abbaye. C'est une des missions majeures de David Martin. On a un grand programme qui s'appelle Fontevraud Cité Durable et qui fait que dans tout ce qu'on fait, on essaye de se poser la question et d'agir pour avoir un mode de développement qui soit respectueux et du patrimoine historique et du patrimoine naturel. Alors, par exemple, c'est la question de l'énergie avec la construction du pôle énergétique qui est une première en France, hein, qui est une initiative qui est forte, pour laquelle d'ailleurs l'UNESCO vient de nous demander d'animer une plateforme internationale sur les sujets de patrimoine et développement durable. Mais c'est aussi la biodiversité. On vient d'être classé refuge LPO, donc Ligue de protection des oiseaux. On a un gros travail sur réintroduire de la vie, y compris de la vie végétale et animale, autour de la biodiversité. Et puis la question de l'eau, qui est un élément important. Fontevraud, ça veut dire la fontaine d'Évrault. C'est la source de l'histoire de ce lieu. L'eau, c'est un élément liturgique, hein, lié au rituel, notamment les ablutions. Et donc l'eau aujourd'hui du village, elle est pompée dans Fontevraud, l'eau potable. Donc on a fait le choix, pour des raisons historiques, symboliques, mais aussi pour des raisons de développement durable, de s'affranchir totalement de l'eau en bouteille pour proposer à nos invités, aux gens qui viennent visiter Fontevraud, de boire Fontevraud EAU, c'est-à-dire l'eau de Fontevraud. Tout est mis en œuvre aujourd'hui pour valoriser le site et rendre la vie douce aux visiteurs. Mais Fontevraud n'a pas toujours été ce havre de paix ouvert sur le monde. Elle garde les traces d'un passé sombre derrière les barreaux d'une prison tristement célèbre. Difficile aujourd'hui d'imaginer que pendant un siècle et demi, la cité monastique a été reconvertie en prison. Peu de traces de cette époque subsistent, hormis ces anciens ateliers encore fermés au public et quelques murs d'enceinte. Réquisitionné sur ordre de Napoléon, le site a pourtant subi de nombreuses transformations, à commencer par son abbatiale, où l'on a aménagé des dortoirs. On a surnommé la prison de Fontevraud la prison des 1001 portes et fenêtres, parce que c'est une abbaye, c'est pas une prison, il y a quand même une différence. Donc effectivement, il y a beaucoup d'ouvertures, il y a beaucoup de petits passages, il y a beaucoup de raccoins où on peut se cacher, et ça n'a pas été facile pour les gardiens, notamment. La centrale accueille ses premiers détenus en 1814. Les conditions de détention vont très vite se révéler difficiles, comme en témoignent encore ces cellules baptisées les cages à poules. Fontevraud devient avec Clairvaux l'un des pénitenciers les plus durs de France. D'abord, c'est une prison qui avait été aménagée pour 700 personnes. Et petit à petit, on a fini par y installer jusqu'à 1800, 2000 détenus qui vivaient tous ensemble, souvent dans des dortoirs communs. Au début, il y avait des femmes, des enfants et des hommes dans cette prison. Dès que quelqu'un était malade, la maladie se propageait à tout le dortoir, puis à tout l'atelier. Donc il y avait une grosse mortalité au 19e. L'espérance de vie, ça pouvait être 8 mois au milieu du 19e siècle, pour certains détenus un peu faibles. Entre ces murs, la vie des prisonniers est rythmée entre réclusion et travail. Une petite communauté qui a autrefois côtoyé ce couple. Tous deux enfants du personnel pénitentiaire, ils ont vécu la centrale de l'intérieur dans les années 50. En tant qu'habitant ici, il y avait des jardins, il y en a qui faisaient les jardins, donc on les voyait couramment. Les prisonniers, il y en a plein qui se promenaient dans la prison, même si les gens ne les savaient pas les reconnaître, puisqu'ils étaient habillés en costume de lainage.
Donc, la seule chose qui différenciait, c'est quand ils avaient le béret sur la tête, contrairement aux surveillants qui avaient des casquettes. À l'époque, la prison de Fontevraud a également fait la une des journaux pour ses tentatives d'évasion. Juin 1955 restera la plus célèbre. 3 détenus tentent de se faire la belle. 2 d'entre eux, en cavale, sont finalement abattus. J'étais à la boulangerie du coin, face à l'entrée de l'abbaye, donc j'ai entendu la sirène envoyer le code de l'évasion et j'ai vu quelques minutes après sortir les surveillants en courant, les mousquetons à la main, qui tournaient sur la droite en sortant et qui empruntaient la route qui descend au cimetière. La cité carcérale ferme ses portes en 1963 et s'efface peu à peu avec les restaurations, comme pour en oublier l'existence. En ressortant des archives et témoignages, Fontevraud s'est enfin réconcilié avec les ombres de son passé. Donc on a fait 10 ans de travaux et on a ouvert les portes de la centrale pénitentiaire dans laquelle on a... Qu'est-ce qui est spécifique à Fontevraud? On a réussi à détourner l'essence première de Fontevraud. Fontevraud, c'est une abbaye. Aujourd'hui, ça a d'abbaye la coquille, l'architecturale, et puis le nom. Mais tout ce qui se passe à l'intérieur, ça n'a plus rien à voir. Je veux dire, ça fait 200 ans et plus qu'il n'y a plus un seul religieux à Fontevraud. On est passé par 150 ans de prison. Ça vous démonte une abbaye, dans le sens propre. Et puis donc aujourd'hui, depuis plus de 40 ans, on a un centre culturel. Alors vous venez à Fontevraud pour faire une visite guidée, mais aussi pour faire des ateliers, pour entendre parler de faits de société, pour écouter de la musique, pour vous régaler dans un super restaurant, etc., etc. et pour dormir maintenant. Louis, dans les articles historiques, on le dépeint comme un timide contemplatif, on l'appelle Louis le Pieux. Connaissez-vous toutes les facettes de Fontevraud? Non, je pense pas. Non, parce que j'ai l'impression d'apprendre plein de choses tous les jours, de rencontrer plein de gens différents tous les jours et de remanier un peu l'histoire tous les jours au contact de ces nouveaux livres que je vais ouvrir ou de ces conférences que je vais écouter ou de ces gens avec qui je vais discuter. Il y a des gens qui me disent « Ah, vous avez vu ça ça me fait penser à ça, pas vous ?» Ah oui, effectivement, oui. Et voilà, c'est ça l'intérêt du contact avec les gens, c'est que l'histoire évolue tous les jours et l'histoire est en marche, quoi. Il faut qu'il y ait des archéologues qui viennent et qui fouillent certains endroits qui n'ont jamais été fouillés pour qu'on découvre des choses. Il faut qu'il y ait un étudiant qui fasse une thèse sur telle partie de l'abbaye ou sur tel type de prieuré qui était attaché à Fontevraud pour qu'on découvre des choses. C'est ça qui est intéressant, sinon on viendrait en traînant les pieds le matin. Et là, c'est quoi dans le clos? Loups, lapins ou crocodiles, tous, tels des bestiaires sculptés du Moyen-Âge, sont regroupés à Fontevraud, l'espace d'une exposition temporaire de leur créateur, lui, bien actuel. Parlez-nous de l'expo sur le Taref, alors. Il y a 2 facettes. Il y a une facette fixe, des grands formats d'animaux de toutes les couleurs, des animaux qu'on reconnaît tout de suite, et puis d'autres dont on ne sait pas trop si c'est un chat ou si c'est un rat. Il y a une galerie de portraits qui est très plébiscitée aussi parce qu'il a utilisé les best-sellers des tableaux de l'histoire de l'art et les a détournés et il leur a donné des têtes de loup parce que le loulou, c'est son animal fétiche. Et après, il y a des bancs dans le cloître. Alors ça, c'est pareil. Les gens s'allongent sur les bancs, les enfants montent sur les bancs. Donc c'est des bancs en forme d'animaux ou des animaux en forme de bancs. On ne sait pas trop encore. Une abbaye, c'est quelque chose d'un peu hermétique, dans le sens où il y a d'abord une clôture qu'il faut passer, au sens propre. On a encerclé ce monastère de hauts murs, justement pour pas que les religieux sortent et pour pas que les laïcs rentrent. Donc déjà, il faut passer cette porte-là. En plus, après, on vous dit ça a été une prison. Alors, en termes de clôture, là, on ne peut pas faire mieux. Donc, effectivement, il faut être curieux. Et il faut oser rentrer parce qu'il se passe plein de choses, mais effectivement, de l'extérieur, on n'entend pas la musique. Revisiter le patrimoine, c'est aussi lui redonner vie. C'est le choix de la famille Delafont. Héritière d'un château Renaissance en Val-de-Loire, elle a fait le choix il y a 10 ans de s'installer sur place et de retrousser ses manches. Alors ma chérie, t'as passé une bonne journée? C'était bien l'école? On va aller goûter? Tu me racontes ce que t'as fait aujourd'hui? J'ai fait de la lecture. T'as fait de la lecture? J'avais le temps. La maison de Bérénice a traversé les siècles. Et ses goûters, elle les prend dans un fauteuil Louis XV. T'es un peu une princesse? Non. Une châtelaine. Mais c'est comme une princesse, mais pas pareil. On a aussi à lire ça aussi. C'est notre maison et on le vit comme une maison, certes très grande, mais
C'est une maison qui vit, qui a une âme, qui a une famille qui vit dedans. C'est un château qui est dans la famille de mon mari depuis plus de 200 ans. Et nous, dès notre mariage, en gros, il y a une vingtaine d'années, on s'est pris d'amour pour ce lieu, qui n'a jamais été abandonné, mais qui s'était un peu endormi, disons. Il fallait le réveiller, il fallait le restaurer, il fallait lui redonner vie. C'était plus fort que nous. Ouais. Un décor de conte de fées qui ne laisse pas le temps à Stéphanie de jouer à la princesse. Finalement, nous sommes retournés à une retouche à l'aquarelle, ce qui donnera une retouche beaucoup plus douce, plus facilement réversible. Aussi. La Galerie des Châteaux, 400 mètres carrés de peinture réalisée sous Louis XIV, est en cours de rénovation. On a trouvé du mécénat américain et puis on a complété ce mécénat par du mécénat par Internet. Et pour nous, ça a été très touchant de voir des gens, alors quelquefois qui faisaient des dons de 15, 20 euros, 30 euros, mais qui nous disaient « j'ai l'impression de participer à quelque chose pour le patrimoine de mon pays ». Comme ça, mes petits-enfants pourront toujours visiter des châteaux, il y aura quelque chose à voir. Trouver des mécènes et bricoler. Stéphanie met la main à la pâte. Les petits travaux d'entretien ne manquent pas, les projets non plus. Il y a déjà 5 chambres d'hôtes et cette année, la famille construit un gîte à l'intérieur même du château. On pense que si les gens se créent des souvenirs dans un endroit, eh bien, ils s'y attachent et je sais pas, et la maison vit, elle retrouve son âme et nous, c'est ce qui nous fait plaisir. Okay, hi, nice to meet you. Stéphanie. Quand Stéphanie accueille des hôtes, elle leur fait aussi visiter les lieux, comme dans n'importe quel autre château, ou presque. Elle les installe dans leur chambre. So that's your bedroom? Yeah. Okay. Et va ensuite s'occuper de la salle à manger pour le repas avec ses hôtes. Le reste de la famille est là, Bérénice et Géraud, son mari, qui entame sa 2e journée de travail. Moi, j'arrive en soutien dans les moments creux où on n'est pas encore à la disposition de nos hôtes. Et entre le moment de leur arrivée et l'apéritif, on a un petit moment où on doit tout installer. Donc c'est le moment où il faut être actif à ce moment-là. Notre enjeu à nous, c'est lui donner un futur et de faire en sorte que ce lieu, qui a toujours été un lieu de partagé, continue à l'être. Souvent, quand on va visiter un château, on a l'impression que l'histoire s'est arrêtée. À l'arrière-grand-mère, à la guerre, à la Révolution, je ne sais pas quand, mais l'histoire s'est arrêtée. En fait, non. L'histoire de ces châteaux continue. Ces lieux ont encore des choses à nous apporter, même encore aujourd'hui au XXIe siècle. Ok, venez à table. You are welcome. Pour finir, Stéphanie et Géraud invitent leurs hôtes à leur table, dans leur foyer, afin de vivre ensemble dans ce château un dernier instant d'intimité. Bonsoir. Voilà longtemps que Fontevraud se rêvait elle aussi table gourmande. Et elle semble sur le bon chemin. J'ai rendez-vous avec Thibaut Ruggieri. Bocuse d'Or 2013, le jeune chef affectionne les produits locaux, les aromatiques et l'esthétique. Pour moi, la cuisine, c'est avant tout faire bon. C'est vrai qu'après, j'ai une grosse affinité pour l'esthétique et le design, et donc j'essaye de faire bon et beau, mais avant tout bon. Et à Fontevraud, c'est bien sûr ce précepte-là qui domine. Et ben, ce qu'on peut voir partout dans l'abbaye, en fait, c'est qu'il n'y a rien de superflu. Tout est essentiel, tout ce qui est là, tout ce qu'on voit a une utilité, une fonction. Et dans ma cuisine, c'est vraiment cette dimension qui ressort. Il n'y a rien d'inutile dans une assiette. L'abbaye a toujours joui d'un maillage local très fort et la composition de la carte, elle s'est faite de ce qu'on a trouvé déjà dans l'abbaye, puis juste en dehors des murs d'enceinte et puis un petit peu plus loin en poussant parfois jusqu'à l'Atlantique. Oh, dites donc, hein, c'est de l'origami votre truc, hein. Quand vous arrivez à l'abbaye, vous passez devant pas mal de champignonnières et ça me tenait vraiment à cœur d'avoir un plat sur la carte qui mette ce produit-là entre autres en avant, comme il y a du cendre, parce que dans la Loire on trouve du cendre, on trouve du brochet. On n'est effectivement pas très loin de Nantes et du temps des abbesses, elles faisaient quelque part leur marché à Nantes et ramenaient des huîtres. Donc au final on est dans une carte locale, mais on a la chance, c'est vrai à Fontevraud, de jouir d'un terroir riche. En fait, ça permet facilement de composer une carte efficace.
c'est important dans ce plat pour ramener le côté onctueux et un petit peu de rondeur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous faites le métier que vous imaginiez lorsque vous aviez 13 ans? C'est une bonne question. En fait, c'est marrant, quand j'ai choisi ce métier, je me revois encore au centimètre près où j'étais au pied d'un escalier avec la photo de monsieur Paul Bocuse avec son tablier au ras des chaussettes. Et est-ce qu'aujourd'hui ça correspond à ce que j'imaginais à 13 ans? J'ai l'impression que oui. En tout cas, je pense que quand on veut quelque chose très fortement et que c'est ancré en vous, quand on veut quelque chose sincèrement, je pense qu'on l'atteint. Ouais. Bon. Eh ben, si on allait se le goûter. Allez, on y va. On fait ça? On se dit quand même à la semaine prochaine, avec grand plaisir. Et j'espère qu'on vous a donné envie de pousser la porte de cette abbaye de Fontevraud, parce qu'il y a plein de choses à voir, à manger, à goûter, à sentir. C'est un peu l'abbaye des 5 sens, non, ici? Nous, on va se faire celui du goûter. Et c'est donc là que le prince charmant vient me chercher. Ou pas. Bah non, en fait, il vient pas.